Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Série sur France 3. Ce soir, un documentaire, une enquête sur cette question essentielle. Sommes-nous menacés par les ondes électromagnétiques de nos téléphones portables, des antennes relais, du Wi-Fi, du micro-ondes? Elles sont partout, ces ondes invisibles et pourtant bien là, tout autour de nous. En France, dans le monde, des scientifiques, des associations s'alarment. Et si ces ondes pouvaient provoquer des cancers, des troubles neurologiques? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il y a 2 ans, en France, le gouvernement a organisé un Grenelle des ondes pour répondre justement aux inquiétudes. Qu'en est-il ressorti? Eh bien, à ce jour, rien. Alors, les ondes menacent-elles notre santé? Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Pourquoi les scientifiques sont-ils aussi divisés sur cette question? Est-ce que ce sont les pressions des grands opérateurs qui expliquent l'inaction du gouvernement? Serions-nous à la veille d'un scandale majeur de santé publique comme celui de l'amiante, par exemple? Mauvaises ondes, c'est notre documentaire ce soir. Une enquête passionnante et inquiétante aussi, vous allez le voir, de Sophie Le Gall. Malgré ses demandes répétées, sachez qu'aucun opérateur téléphonique n'a accepté de répondre à ces questions. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3. Elles sont inodores, elles sont invisibles, et pourtant elles sont bien là. Ce sont les ondes électromagnétiques. Micro-ondes, Wi-Fi, téléphonie mobile, jamais une technologie ne s'était développée aussi vite. En 15 ans, le portable s'est imposé à tous, que l'on soit adolescent ou adulte. 64 millions de portables sont en activité pour 64 millions de Français. Plus de 100 milliards de minutes de téléphone portable ont été consommées en 2009. Les technologies des ondes se sont déployées sans que les scientifiques soient certains de leur innocuité. Les chercheurs s'affrontent encore à coups d'études contradictoires. Mais certains d'entre eux sont convaincus de la dangerosité des rayonnements de ces appareils. J'utilise un téléphone, mais chaque fois que je peux, j'utilise une oreillette parce que vraiment ce que j'ai vu sous le microscope m'a fait peur. Des normes sur les ondes électromagnétiques ont été adoptées dans le but de protéger la santé. Quand un utilisateur téléphone avec un téléphone qui est conforme, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé? Les normes actuelles sont obsolètes. Ça veut dire qu'elles ne protègent de rien. La norme est faite pour l'industrie. Elle est faite pour protéger l'industrie et non pour protéger l'être humain. Les opérateurs ont couvert le territoire de 78 000 antennes relais, à la ville, tout comme à la campagne. Les habitants qui vivent à l'ombre de ces pylônes s'inquiètent et s'interrogent. En France, il n'existe plus d'espace sans antenne. On voit ici des débuts d'embryons, encore des débuts d'embryons. Ce qui leur faisait peur, c'était le fait d'associer un enfant malade à l'antenne relais. Désormais, les technologies sans fil sont partout. Nous vivons dans un monde d'ondes. Le monde entier est infesté par ces ondes. Vous en avez absolument partout et il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière. Nous sommes tous les cobayes de la plus grande et de la pire expérimentation. Dans nos maisons, dans nos appartements, les ondes ont envahi notre quotidien. Éric Damas est ingénieur au CRIREM, un laboratoire indépendant spécialisé sur le champ électromagnétique. Il se rend à notre demande dans cet appartement parisien, représentatif des logements français d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je me permets d'entrer. Grâce à ces sondes, l'ingénieur va pouvoir détecter les ondes électromagnétiques des appareils et des technologies sans fil présentes chez Karine. Alors, comme équipement dans votre maison, vous avez quoi en particulier? Alors, Dans la cuisine, un micro-ondes. Vous mettez pleine puissance, puis vous le lancez. Donc là, à cette distance-là, j'ai quasiment 4 volts.
Donc quand vous en servez, restez pas à proximité. 4 volts par mètre, ce micro-ondes est parfaitement dans les normes. Pourtant, les ondes émises par cet équipement inquiètent Eric Damas, tout comme ce téléphone fixe sans fil qui rayonne autant qu'un téléphone portable. Donc là j'ai 5 volts, 5,62. Et forcément, quand vous téléphonez, vous mettez ça contre votre oreille. Oui. Et en plus, sur les téléphones de maison, c'est des conversations qui ont tendance à être beaucoup plus longues. Oui. Donc c'est une pollution que je trouve majeure. T'as dit que ça pouvait émettre? Non, j'aurais jamais imaginé. Pour moi, même s'il était sans fil, c'était complètement différent d'un portable. Hein. C'était comme un fixe. Donc oui, non, j'aurais jamais pensé ça. Eric Damas a repéré d'autres sources de pollution à proximité du tapis de jeu. En bas, on voit un petit carré noir qui fait fonctionner le téléphone sans fil de maison. Près de cette antenne qui sert pour le téléphone sans fil, là, j'ai 3 volts 5. Presque, voilà, je suis passé à 4 volts 5. Et puis là, sur l'antenne Wi-Fi, j'arrive à du 3 volts. Le Wi-Fi est la base du téléphone sans fil et mettre dans les normes, mais l'ingénieur a tout de même une réserve. Alors, là, on est encore dans une zone beaucoup trop proche de ces ondes. Par rapport à ça, moi j'appliquerais le principe de précaution. C'est un public très très sensible. Donc le mieux quand on voit ça, c'est les préserver, quoi. Dans le doute, moi je pense qu'il faut mieux s'abstenir. Et ces technologies-là, si vous en avez besoin, au moins les écarter le plus possible. Parce que du coup, il n'y aura pas de champ dans cet espace-là, quoi. C'est bien d'être conscient de ça pour pouvoir adapter les choses et faire en fonction. Ouais. Oui, c'est des choses auxquelles vous n'aviez pas fait attention quand vous aviez installé votre appartement. Non, déjà parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choix pour disposer les choses. Et puis parce que non, j'étais pas du tout consciente de ces choses-là, hein, c'est sûr. Alors j'ai remarqué dans votre appartement, parce que vous avez des jeunes enfants, que vous avez un babyphone. Oui. L'appareil. Sur l'appareil, on a une valeur de 4 volts. C'est un émetteur donc assez puissant, on a quand même 4 volts par mètre à côté. C'est un public très jeune, excessivement jeune. Donc par rapport à ça, par rapport à ce type de champ, c'est vrai que c'est peut-être pas une technologie très adaptée, quoi. Est-ce que là, par exemple, dans le berceau, vous trouvez combien? Donc si je me mets là, au niveau de ses pieds, j'ai quasiment 2 volts, 2 volts là. Comme la plupart des Français, Karine et sa famille ignorent tout des ondes qui les entourent. L'industrie a généré ce brouillard électromagnétique sans pour autant en informer le consommateur, et cette méconnaissance lui a permis de prospérer au-delà de ses espérances. Dès le début des années 90, les appareils qui émettent un champ électromagnétique rencontrent un succès phénoménal. Les plaques à induction, utilisant un champ magnétique, elles cuisent 2 fois plus vite. Progression aussi pour le four à micro-ondes, déjà presque un classique. Et voici ce qui s'apprête en 1994 à déferler sur le marché français. Un coffre-fort et une combinaison secrète. Une mallette métallique convoyée avec précaution dans les couloirs de la direction de la Lyonnaise des Eaux. À l'intérieur, tous les espoirs du groupe, le prototype du radiotéléphone de demain. Cette innovation technologique fera la fortune des futurs industriels de la téléphonie mobile. La lutte est féroce car le marché est alléchant, 15 milliards de chiffre d'affaires prévus à l'horizon 2010. Face à un tel marché, les industriels ne souhaitent pas alerter la population sur les ondes émises par ces appareils. Les entreprises des ondes sont regroupées dans une fédération, la FI2E. Ils anticipent avant même l'explosion du téléphone portable les éventuels problèmes de santé publique à venir. Le 14 octobre 1994, la FI2E organise une réunion stratégique dans ce bâtiment. Étienne Sandrier préside l'association des Robins des Toits. Il lutte contre le danger des ondes électromagnétiques. C'est lui qui a révélé cette réunion à la FI2E en se procurant ce compte-rendu. Donc le but du jeu, c'est de lancer la technologie et d'éviter qu'il y ait trop d'alertes sur le plan sanitaire. Voilà, ici on voit bien l'objectif. Aux rumeurs, dommageables sur le plan commercial, doit être opposée une information destinée à sensibiliser le consommateur et montrer que CRM, donc rayonnement électromagnétique,
n'ont pas d'effet nocif. Ça, c'est le discours à faire passer. Mais quelques pages plus tard, les propos sont beaucoup moins rassurants. C'est ici. Le cancer est une affection multifacteur. Il est impossible d'isoler le seul effet des REM, pour rayonnement électromagnétique. Donc c'est quand même une façon de reconnaître que potentiellement c'est tout à fait cancérigène. Mais qu'il n'y aura pas de preuves, quoi. Voilà, il faudra organiser le ralentissement de la connaissance scientifique. Ce qui compte, c'est de lancer la technologie et de faire du profit, et tant pis pour la santé publique. Une opération de lobbying est alors organisée. Voilà, alors ici, parmi les actions envisagées, elles ne doivent pas se limiter, je lis, au plan technique, mais doivent intégrer une dimension politique. À l'adresse des hommes politiques et des journalistes, il faut veiller à ce que le discours tenu par tous soit le même. Je pensais quand même pas qu'ils étaient capables de ce cynisme-là. D'organiser carrément la désinformation, ni plus ni moins, pour favoriser les bénéfices à court terme de l'industrie, ça m'a quand même un peu soufflé. Ouais. Nous avons rendez-vous avec l'un des scientifiques qui a participé à ces réunions. C'est lui qui avait notamment tenu ces propos. Le cancer est une affection multifactorielle. Il est impossible d'isoler le seul effet des rayonnements électromagnétiques. Il refuse de nous parler officiellement. Nous l'enregistrons en caméra cachée. Vous souvenez-vous de cette réunion Oh, il y en a eu plusieurs. Hein. Oh. Il y a eu une vingtaine de réunions. Et il y a une vingtaine de réunions comme ça? Ah oui, à FI2E, oui, ça a duré 3 ans. Ah oui, d'accord. Donc régulièrement, vous rencontriez les industriels? 3 mois, à peu près, oui, à peu près. Là, ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils sont des engins dont ils ne connaissent pas les effets. Et ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, le marché a été plus vite que la recherche. La recherche, c'est long. Quand vous mettez une recherche en marche, vous l'avez pour 3 ans. En 3 ans, le téléphone portable a été multiplié par 10. Oui, donc on a vendu sans vraiment connaître les réels effets, quoi, en fait, parce que la recherche n'allait pas assez vite par rapport à l'industrie. Mais ils avaient peur de quoi sur le plan commercial, en fait? Qu'il y ait une peur panique que des gens tous les rayons. Et donc que ça entache leur vente, quoi, en fait. Fleurat, en pleine campagne creusoise. En s'installant ici il y a 27 ans, les Jeanjean n'imaginaient pas qu'un pylône viendrait leur gâcher la vie et qu'ils se retrouveraient au cœur d'une controverse scientifique. Nadine et Alain avaient construit eux-mêmes leur maison, au milieu des champs, pour vivre au plus près de la nature. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Eh bien, nos volailles. Nos volailles que nous élevions depuis 1984. Date à laquelle on a habité. Enfin, c'était un choix de vie. Le cadre de vie était magnifique. Nous étions en pleine campagne, on avait un idéal, jardiner, élever notre propre volaille pour notre consommation personnelle. Et puis voilà, le 11 novembre 1998 est venu s'installer ce pylône, sans concertation bien sûr. Oui. Quelques mois plus tard, c'est l'hécatombe dans la basse-cour. En gros, il y en avait sur 12 œufs, la naissance était de 1 à 3. Alors qu'avant? Avant, c'était sur les 12, 10, 11 à peu près. Ah oui, il y a une vraie différence. Ah oui, il y a une grosse différence même. Donc le problème qu'il pouvait y avoir, il n'y avait que le changement, c'était le pylône qui était arrivé là. Je ne vois pas d'autres événements, quoi. Et quand vous en parliez aux personnes âgées qui connaissent bien, enfin qui ont de la volaille et tout ça, les gens ils réagissaient comment par rapport à vos histoires? Ils me disaient que c'était pas possible. Non, les gens disaient mais c'est pas possible. Mais si, c'était possible chez nous. D'ailleurs, à force de nous dire c'est pas possible, c'est ce qui nous a un petit peu obligés, entre guillemets, à prendre des photos et à garder une trace de ce que l'on pouvait voir. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on nous disait était complètement incohérent avec ce que l'on observait de nouveau dans notre basse-cour, quoi. Pendant 5 ans, ils ne vont quasiment trouver dans leur poulailler que des poussins morts. Ils changent même de variété de poules. Rien n'y fait, ils finissent par abandonner leur élevage. Ce qui reste de cette époque, ce sont ces photos. Voilà, l'étalage de poussins morts à différents stades de maturité, vous voyez. Ah non, vous n'avez jamais vu ça, vous? Ah non, jamais. Non. Nadine Jeanjean veut comprendre ce qui leur arrive. Elle tente d'alerter les hommes politiques et se rend même en 2002 au Sénat.
Un colloque qui est organisé à destination des sénateurs pour les informer, mais surtout les rassurer sur les ondes électromagnétiques. Car de plus en plus de riverains s'inquiètent des antennes relais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux présents aujourd'hui. Ça suppose donc qu'il y a sans doute quelques petits problèmes. En tous les cas en France, mais aussi dans d'autres pays européens et aux États-Unis, les inquiétudes du public se cristallisent autour des antennes relais. Nadine Janjon prend la parole. Madame. Bonjour, je suis Nadine Janjon et j'habite en Creuse dans un joli département qui est encore enclavé, mais j'ai la malchance d'habiter à peu près 50 mètres d'un pylône et à 20 mètres qui est situé à 20 mètres de notre propriété. Alors moi, je veux bien qu'on nous taxe d'effets psychosomatiques au niveau de nos personnes, mais nos œufs, c'est pas psychosomatique. Les poules, elles ignorent complètement qu'elles ont un pylône à 20 mètres en dessous elles. Enfin, moi, je voudrais comprendre, quoi. À la tribune, le docteur René de Sèze. Merci. René de Sèze est le chef de l'unité de toxicologie à la direction des risques chroniques de l'INERIS. Ce scientifique est là pour défendre une position, la totale innocuité des antennes relais. Maintenant, si les antennes étaient la cause des pathologies de ces personnes-là, les consultations auraient dû doubler ou tripler dans les 3 ou 4 années qui viennent de passer. Alors, ça ne me paraît pas être le cas. À la fin de la conférence, Nadine Janjon interpelle René de Sèze. Je suis allée le voir avec les photos que j'ai encore au jour d'aujourd'hui, donc de 2002 à l'époque, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a regardé les photos très attentivement, il a pris le temps de m'écouter, de regarder les photos, puis il a tout remballé, puis il m'a dit « je ne suis pas vétérinaire ». Donc voilà la réponse que j'ai eue à l'époque. Je ne sais pas quelle réponse il aurait au jour d'aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on n'a rien cherché, qu'on se sent victime de tout ça, alors qu'on n'est absolument pas contre le progrès, c'est la grande claque. C'est la grande claque. René de Sèze ne semble pas sensible à ces problèmes. Pourtant, au même moment, il est mandaté par Bouygues Télécom pour coordonner une étude sur les embryons de poulet exposés au téléphone portable. Une étude qu'il aurait tenté par tous les moyens de discréditer. Cette étude, c'est le professeur Madeleine Bastide qui la lance la première à la fin des années 90. Aujourd'hui décédé, cet immunologiste de la faculté de Montpellier expose des embryons de poulet à un téléphone portable qui émet en permanence pendant les 21 jours de couvaison. Et les résultats qu'elle obtient sont édifiants. Voici le dispositif, le téléphone est donc au-dessus des œufs. Les œufs qui vont mourir vont être identifiés par des carrés noirs. Ceci, c'est le groupe qui n'est pas exposé au téléphone. Ici, vous voyez que les petits carrés noirs sont principalement dans la zone de l'antenne et correspondent aux embryons qui sont morts après exposition au téléphone. Donc ce que ça prouve concrètement, c'est qu'il y a bien un effet sur l'organisme vivant du téléphone. Absolument. Il faut certainement dire que les embryons de poulet sont particulièrement sensibles, que nous sommes dans une situation vraiment intense d'utilisation du téléphone, mais il y a bien un effet biologique qui va jusqu'à la mort des embryons. L'étude fait scandale. C'est la première fois en France qu'un scientifique montre la dangerosité des ondes émises par le téléphone portable. À la suite de cette découverte, Madeleine Bastide aurait subi des pressions. La chercheuse se confie alors à une autre collègue scientifique. Celle-ci préfère aujourd'hui parler anonymement de ces menaces qui l'avaient choquée. Il faut s'énerver les fabricants de téléphone. Arrêtez de faire ça, vous faites chaudement, l'économie n'est pas comme vous pensez, c'est pas la réalité, machin, il faut aider dans la vraie vie. Vous savez plus prendre quelle forme, par exemple Moi, j'ai pas OBS, mais non, voilà. Mais qu'elle avait reçu par téléphone, non Par téléphone, voilà, par courrier, des choses comme ça. Ah, elle recevait aussi du courrier, oui. Nadine Janjon, de son côté, décide de s'adresser à Madeleine Bastide. J'entre en contact avec elle directement par téléphone. J'ai trouvé une dame charmante qui a été très attentive, qui, elle, en tout cas, n'était pas indifférente à notre cause et m'a dit, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de reproduire avec des antennes ce que moi je fais avec un téléphone. Les deux femmes entretiennent une correspondance. Dans ses lettres, la scientifique explique qu'elle a le sentiment d'être sur écoute. Elle marque que pour tout résultat ou information, il est préférable que nous communiquions par courrier, plus lent, mais beaucoup plus discret pour les longues oreilles qui doivent scruter nos emails et téléphones. Très souvent, elle disait qu'il fallait mieux s'écrire
par voie postale que de s'écrire par email ou de se dire les choses réellement par téléphone. Alors c'est vrai que ça paraît surprenant quand on est des gens comme nous qui étions préoccupés par une situation qui nous dépassait. Mais oui, je pense qu'elle se sentait épiée quelque part, quoi, parce qu'elle dérangeait. Malgré tout, la chercheuse ne perd pas espoir et signe. Ne jamais oublier que c'est David qui a gagné contre le monstre Goliath. Mais les intimidations se poursuivent. Un membre de la famille de Madeleine Bastide est alors le témoin d'un coup de fil anonyme que la chercheuse reçoit à son domicile. Ce proche, nous l'avons rencontré, mais il n'a pas souhaité témoigner officiellement sur cet appel qui les avait tant inquiétés. On a eu l'impression d'être sur écoute parce que le jour, quelqu'un lui a téléphoné de façon anonyme en lui faisant écouter une bande. Et cette bande, c'était la reproduction d'une conversation dans son propre bureau à la faculté. Et c'était sa voix qu'elle entendait en fait. C'était sa voix, absolument. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y avait des micros qui avaient été placés dans le bureau. Ça avait été persuadé. Alors, je suppose que c'est pour l'impressionner, pour qu'elle arrête ses travaux. Elle n'a jamais su qui était à l'origine de ça en fait. Non. Elle a cherché à savoir, mais c'est impossible. Parallèlement, l'opérateur Bouygues Telecom approche Madeleine Bastide pour répliquer ses travaux, c'est-à-dire refaire l'expérimentation et voir si les scientifiques arrivent au même résultat. Ils choisissent Florence Batelier, alors chercheuse à l'INRA, pour mener la réplication. J'ai été contactée par René Desèze, qui avait été lui-même nommé par la société Bouygues Telecom pour constituer un groupe afin de répliquer les travaux de Madeleine Bastide. René Desèze, le scientifique qui disait ne pas être vétérinaire, est donc choisi par Bouygues Telecom pour diriger cette nouvelle étude sur les œufs de poulet. Donc là, on va dans la salle micro pour mirer les œufs, dans le noir. Florence Batelier n'est plus chercheuse à l'INRA. Elle revient pour nous dans son ancien laboratoire avec son assistante. Ce sont ce type d'œufs qu'elles avaient exposés au téléphone portable pour reproduire exactement l'étude de Madeleine Bastide. Et elles arrivent à la même conclusion. Au cours des réplications qu'on a faites, quand on regroupe tous les résultats, on a une différence significative entre le lot, donc dans la même pièce, entre le lot qui a été exposé au téléphone et celui qui n'a pas été exposé au téléphone. Donc la mortalité embryonnaire est plus forte dans le lot exposé au téléphone. D'accord, donc en fait vous retrouvez à peu près les mêmes résultats que Madeleine Bastide. Voilà, on n'a pas les mêmes chiffres, mais ce qui est important, c'est qu'on a confirmé la tendance à observer une différence de mortalité entre les deux lots. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement l'effet du téléphone portable néfaste sur le vivant. Sur un organisme vivant, tout à fait. Ces résultats vont mettre 6 ans à sortir. Ils ne seront publiés qu'en 2008, sans publicité dans la communauté scientifique. René Desèze, le coordinateur de l'étude choisie par Bouygues Telecom, ne semble pas satisfait des résultats de Florence Batelier, qui montrent l'effet néfaste du portable. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un consensus. Bouygues Telecom voulait qu'on leur rende une feuille format A4 signée de tous les collaborateurs et on n'arrivait pas à le faire. C'est-à-dire que vous aviez du mal à vous mettre d'accord avec René Desèze, en fait? On n'arrivait pas à être... Ouais, enfin, on n'arrivait pas à trouver un consensus pour résumer les résultats comme ce que je viens de vous lire, quoi. Le téléphone portable a 2 effets. Il augmente légèrement la température ambiante et il émet des ondes électromagnétiques. Pour René Desèze, seul l'effet thermique, c'est-à-dire la chaleur dégagée par le téléphone portable, impacte sur la santé des embryons de poulet. Selon Florence Batelier, ce sont les ondes qui sont à l'origine de cette surmortalité. On a quand même la connaissance, et il y a des références bibliographiques citées dans l'article, d'une assez bonne tolérance des embryons de poulet à des variations de température telles que celles qu'ils ont pu connaître au cours de ce travail. C'est-à-dire que lui, il pensait que la mortalité, la surreprésentation de la mortalité des embryons était liée à l'effet thermique et pas aux ondes, en fait. Voilà. Et ça, vous n'étiez pas d'accord avec cette conclusion-là? Voilà. Ça vous étonne qu'il n'ait pas du tout soutenu cette étude? Enfin, je n'ai pas grand-chose à commenter là-dessus. Hein.
Ça aurait été plus simple de travailler sans lui, peut-être. Pour le proche de Madeleine Bastide, qui avait suivi le déroulé de l'étude financée par Bouygues Télécom, René de Sèze aurait tout fait pour ralentir l'expérimentation de Florence Batelier. De Sèze a tout fait pour freiner des cas de fer. C'est-à-dire? Il a contesté certains protocoles de l'expérimentation en disant oui, mais la chambre d'incubation n'est pas comme ceci, ou n'est pas comme cela, ou la bonne température, c'est pas la bonne température. Enfin, il a cherché par tous les moyens de freiner. Parce qu'il voyait quand même que, en gros, ça se confirmait. Donc il cherchait par tous les moyens à démontrer qu'en fait, ça se confirmait, mais les règles étaient faussées au départ. C'est une certitude qu'il a cherché à torpiller le système. Qui est ce scientifique choisi par Bouygues Télécom? René de Sèze est un habitué des colloques. En France, il est l'un des chercheurs les plus en pointe sur les ondes électromagnétiques. Devant un parterre de scientifiques et de cadres de la téléphonie mobile, il expose une étude qu'il vient de mener sur l'une des dernières innovations de l'armée. Les micro-ondes de forte puissance qui pourraient servir à immobiliser des manifestants récalcitrants. Qui pourraient éventuellement être utilisés pour la neutralisation de foules en mouvement, pour les intimider. Alors forcément, lorsque nous interviewons René de Sèze sur la dangerosité du téléphone portable, c'est avec détachement qu'il répond à la question. Pour vous, aujourd'hui, le téléphone ne présente aucun problème pour la santé des gens? Non, je continue à utiliser mon téléphone, mais je n'ai pas d'inquiétude. Et depuis l'étude Interphone, j'ai sorti le kit oreiller de sa boîte et je l'ai promené un petit peu dans ma poche. Donc je considère la possibilité de l'utiliser. Et vous ne l'utilisez pas? Non, pas vraiment. René de Sèze évolue dans l'univers de la téléphonie mobile depuis 19 ans. Il connaît tous les représentants des opérateurs, au point parfois de se donner des coups de main. C'est le cas aujourd'hui avec ce salarié de Bouygues Télécom qui l'aide à mettre en place une nouvelle expérimentation. Si on peut t'inviter une demi-journée pour venir voir le système et puis donner un avis. Et vous pouvez t'amener en fait à travailler ensemble sur... Pour vous donner un exemple, quand on a commencé ce travail, on a demandé à s'ils pouvaient nous prêter des antennes pour faire des essais, pour mettre au point, des choses comme ça. Et puis ils ont des capacités de calcul aussi qu'on n'a pas, donc le calcul... Entre le chercheur et l'opérateur, tout se fait de manière très informelle. Ah oui, donc vous avez été associé bon... Je ne pas formellement, c'est-à-dire que c'est pas intégré dans un projet où il y a une participation comme ci, comme ça, mais il y a un coup de main. D'accord, oui, c'est pas une participation financière claire. Chercher les compétences, oui. Comment travaille ce chercheur? Quels sont ses liens avec l'industrie de la téléphonie mobile? C'est à l'INERIS, dans son laboratoire, qu'il a accepté de nous recevoir. Je voulais vous montrer une étude. Est-ce que vous la connaissez, cette étude? Absolument, oui. J'ai participé donc à ce travail. Nous l'interrogeons sur le rôle qu'il a joué dans l'étude de Florence Batelier, financée par Bouygues Télécom. Oui. Parce qu'il y a eu une première étude faite par une chercheuse, Madeleine Bastide, qui montre oui. une surmortalité embryonnaire des embryons de poulets exposés au téléphone portable. Cette étude a été un peu décriée, donc une réplication est organisée, c'est celle-ci, et elle montre la même chose. Non, pas vraiment. Nous, on a interviewé Florence Batelier, elle dit, voilà, je trouve les mêmes effets que Madame Bastide et je trouve les mêmes résultats. C'est un point de vue, on est d'accord. Mais c'est la personne qui dirige l'étude quand même. Oui, tout à fait. Mais vous étiez plutôt en désaccord avec ses conclusions, en fait. Tout à fait, je ne suis pas... Je pense que l'explication de la mortalité n'est pas complètement traduite par cet article. C'est-à-dire? Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le fait qu'on voit une augmentation de température avec les téléphones de l'étude et qui n'est pas rapporté dans ce travail parce que ça n'a pas été contrôlé. C'est vous, quand vous aviez entendu parler de l'étude de Madeleine Bastide et donc des résultats inquiétants qu'elle trouvait, qu'est-ce que vous en aviez pensé, vous, à l'origine? Je pense qu'il ne faut pas faire téléphoner les œufs de poulet. Mais c'est peut-être pas fait pour ça. Aujourd'hui, René de Sèze parle avec ironie de cette publication. Mais une fois l'interview terminée, il confie que Bouygues Télécom craignait la médiatisation de cette étude très embarrassante pour les opérateurs. Ce que ça donne. Je pense qu'ils sont plus inquiets du retentissement médiatique que ça pourrait avoir, si c'était le cas, que du résultat lui-même, qui, après, dont les retombées dépendent
du bruit médiatique que ça fait ou pas, quoi. Là, ils sont tranquilles, parce que c'est totalement passé inaperçu. Bah oui, mais bon. L'étude de Florence Batelier ayant mis 6 ans à sortir, les médias s'en sont totalement désintéressés. Ce que les opérateurs redoutent par-dessus tout, ce sont les enfants qui tombent malades au pied des pylônes. Longué-Jumelles, dans le Maine-et-Loire. En 1997, Jean-Christophe Rétoré a lui aussi vu poindre du jour au lendemain, et sans concertation, un pylône au bout de son jardin. Donc il y avait une antenne relais de 46 mètres de haut qui était implantée juste derrière la piscine, là, qui était à peu près à une petite dizaine de mètres de la palissade, là, de la haie. Là. L'installation de ces antennes relais marque pour Jean-Christophe Rétoré le début du cauchemar. Cela commence par sa volaille, lui aussi en élevait, et jusque-là, avec un très bon rendement. C'est-à-dire j'avais à peu près 80% de taux de réussite et 20% de mortalité. Et on va dire qu'une fois que l'antenne a été mise en place, j'ai eu le phénomène inverse. 20% de réussite et 80% de mortalité, quoi, à peu près. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois après la mise en service des antennes relais, sa petite fille Lucie, de 2 ans, tombe malade. Elle a une leucémie. Avec sa femme, il garde un souvenir douloureux de cette époque. Le dossier de... Oui, sur l'antenne. Sur l'antenne. Mauvaise période, ça. On peut les regarder aujourd'hui, mais pendant un moment, on avait du mal un peu à les regarder, quoi. Il commence à s'interroger sur les causes de la maladie de Lucie. On avait quand même eu beaucoup de choses qui étaient assez bizarres dans les mêmes moments. C'est-à-dire, pour avoir notre première fille, on n'avait eu aucun souci. Pour avoir notre deuxième, Lucie, ma femme a fait plusieurs fausses couches. En fin de compte, avec le recul, on a pu voir que dans les mêmes périodes où l'antenne a été mise en place, on a eu les problèmes de fausses couches, des problèmes d'élevage de volailles qui étaient assez bizarres, et la leucémie de notre fille. Donc, tous ces facteurs, dans une période relativement courte, ont fait qu'on s'est quand même vraiment penché sur cette question d'antenne qui, auparavant, on ne s'était pas posé plus de questions que ça, quoi. Elle était à côté de chez nous, elle était à côté de chez nous. Un petit peu... Les Rétoré contactent la société SFR qui a installé les antennes relais. Ils me disent que on risque rien, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun souci, que si elle est malade, c'est pour une autre raison, mais que effectivement le facteur déclenchant que moi je leur propose, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, à ça ? Moi, je leur dis tout simplement, je veux bien vous croire, j'y connais rien, je suis pas un scientifique, je suis monsieur tout le monde, et à partir de là, je veux bien vous croire, mais apportez-moi la preuve que mes enfants ne risquent rien à proximité de l'antenne. Apportez-moi la preuve, ça veut dire que vous demandiez quoi, en fait ? Moi, je demandais qu'ils me fassent un courrier écrit en me disant, voilà, vous êtes à proximité d'une antenne relais, on vous certifie que vous ne risquez rien. Et alors, ce courrier ? Ce courrier, je l'ai jamais eu. Jean-Christophe Rétoré et son épouse continuent de se battre. SFR les convoque alors en septembre 2001 dans ses locaux pour leur faire une proposition. Quand on arrive là-bas, en fin de compte, ils nous annoncent qu'il nous faut une proposition de rachat de notre maison. Donc on est un petit peu abasourdi par rapport à ça. Et en même temps, ils nous présentent un courrier qui est ici, mais qui est un courrier qui est déjà préparé, qu'on doit recopier. Dans lequel il est stipulé que, en fin de compte, on s'engage à vendre notre maison. Et en contrepartie, on s'engage aussi à ne plus communiquer avec les médias concernant ce dossier. Voilà, c'était un petit peu le deal un petit peu de ce courrier. Donc on est un petit peu abasourdi parce qu'on n'y allait pas du tout pour ça. Et ils nous demandent de prendre une décision relativement rapidement par rapport à ça. Donc vous l'écrivez sur place, en fait. Donc sur place, en fin de compte, on recopie exactement ce qui est déjà en modèle, quoi. On a un modèle pour faire ce courrier, quoi. Et donc on recopie ligne à ligne, mot à mot, tout ce courrier, quoi. Donc c'est marqué, c'est pourquoi mon épouse et moi-même avons pris la décision de déménager de Longué-Jumelles. Nous tenons à vous préciser que si notre proposition est acceptée rapidement, nous nous abstiendrons de participer à l'avenir à tout débat et à toute communication sur les antennes de téléphonie mobile, car l'essentiel pour nous est de retrouver au plus vite la sérénité dans notre vie familiale. Voilà. Ce qui leur faisait peur, c'était le fait d'associer une enfant malade à l'antenne relais. Donc là, pour nous, ça
Ça nous a paru très clairement, très rapidement, qu'en fin de compte, ce qu'il ne voulait pas être associé, il ne voulait pas être associé à la maladie d'un enfant. Finalement, le rachat de la maison ne se fera pas. Les employés de SFR expliqueront au Rétoré que la direction à Paris a fait machine arrière. En contrepartie, SFR démonte l'antenne. Le pylône de 46 mètres tombe en 2003. Jean-Christophe Rétoré filme leur victoire et sa petite fille Lucie. Aujourd'hui, Lucie a 12 ans. Elle va bien. Quelle école ce matin, Lucie? Ouais. En fait, elle n'avait pas anglais. En fait, on n'avait pas le contrôle parce que d'habitude, on va avoir mal au début. Une adolescente comme les autres, même si elle est toujours suivie par les médecins. Nous avons contacté SFR. L'entreprise refuse toute interview. Nous enregistrons la conversation téléphonique. L'opérateur explique avoir démonté l'antenne pour rassurer la famille. C'est plus par souci humanitaire, j'ai envie de dire, par rapport à la famille qui faisait cet amalgame. Et même si cet amalgame est faux, nous aussi on est humains, on peut comprendre que face à une détresse aussi forte, on puisse essayer de trouver une autre solution, ce qui a été fait. La famille Rétoré, elle est formelle, elle dit qu'il y a effectivement eu une proposition de rachat à une époque de SFR. Ben moi j'ai rien retrouvé dans les dossiers, on a regardé attentivement, on n'a rien retrouvé de tel. SFR n'a jamais proposé le rachat de la maison au Rétoré. Non. SFR ne veut pas s'appesantir sur cette histoire. Mais les Rétoré ne seraient pas les seuls parents à qui un opérateur aurait demandé leur discrétion contre leur tranquillité. Une autre famille aurait vécu la même mésaventure, avec Bouygues Télécom cette fois-ci. Thor, dans le Vaucluse. En 2000, une antenne relais s'installe juste en face de la maison des Giacomo. Ah oui, effectivement, d'ici, il était aux premières loges, là. Donc il est dans le faisceau, il n'y a pas de doute. Et c'était sa chambre déjà à l'époque, en fait. Un an plus tard, son fils de 4 ans développe un lymphome, un cancer du ganglion lymphatique. Marc Giacomo ne sait pas si cette maladie est due aux antennes, mais le doute s'installe. D'autant qu'il tombe sur un article de presse espagnole qui parle de cas similaires à proximité d'un pylône. 4 cas de cancer donc dans le même collège. 3 leucémies et un lymphome. C'est surprenant, quoi. Ça soulevait des questions. Et c'est un des cas qui a fait que je commençais à m'intéresser à la chose, quoi. Lui aussi prend contact avec l'opérateur, lui aussi a une réponse très rapide. C'est même un haut responsable de Bouygues Télécom qui fait le déplacement jusqu'à chez lui. Ils sont extrêmement sensibles au cas de notre enfant, qu'ils continuent à être convaincus, bien évidemment, que les antennes ne sont pour rien dans la maladie de mon fils. Mais qu'en revanche, le fait que cette affaire puisse être médiatisée, etc., ça arrange les affaires de personne, y compris de la science d'ailleurs, et que donc ils feront l'effort, aussi pour nous être agréables, parce qu'ils comprennent notre désarroi, de déplacer les antennes plus loin de chez nous, donc, et si possible, le plus loin possible des habitations, quoi, mais bon. Et en échange, ils vous demandent quoi? D'être discret en revanche? Le marché, c'est si marché il y a, parce que c'est pas écrit, il n'y a pas de contrat, c'est effectivement que du coup, puisqu'il n'y a plus d'antenne dans le coin, et que j'ai eu ce que je souhaitais, puisque c'était ça que je souhaitais, qu'on en parle le moins possible, quoi. Donc c'est quand même le démontage de l'antenne en échange de votre silence? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque de ce marché, entre guillemets? Moi, je suis dans une situation, je ne peux pas le refuser. Pourquoi vous ne pouvez pas le refuser? Parce qu'il s'agit de la santé de mon fils. Donc, quand bien même j'aurais été un militant acharné, ce que j'ai jamais été, à un moment donné, si c'est la santé de mon fils qui est en jeu, je m'écrase. Depuis, son fils est guéri. En 2002, Bouygues Télécom démonte l'antenne relais et envoie même ses vœux. Je m'avais envoyé les vœux de prompt rétablissement pour mon fils, ça c'était après leur intervention, bien sûr. Voilà, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci vous apporte, ainsi qu'à votre famille, en particulier à Pierre, tout ce que vous pouvez en attendre, bien cordialement. Nous avons contacté Bouygues Télécom. Le haut responsable qui s'était rendu chez les Giacomo est depuis parti à la retraite. L'opérateur dit ne plus avoir de traces de ce dossier et refuse donc d'en parler. Mais cette année-là, un peu partout en France, des riverains d'antennes relais s'alarment. La colère gronde
l'État se doit de légiférer. Résultat, ce sont des normes peu contraignantes qui vont être adoptées quelques mois plus tard, et cela en toute discrétion. Le décret qui réglemente les antennes relais, le voici. Les antennes de téléphonie mobile peuvent émettre en fonction des gammes de fréquences entre 41 volts et 61 volts par mètre. Des valeurs très importantes comparées à d'autres pays européens qui à ce moment-là ont déjà adopté des normes d'exposition dans les lieux de vie 10 fois moins élevées. Luxembourg, 4 volts par mètre. Suisse, entre 4 et 6 volts par mètre. Italie, 6 volts par mètre. La liste des ministres français à avoir signé ce décret est longue. Le Premier ministre, les ministres de l'Industrie, de l'Économie, de l'Emploi, de l'Intérieur, de la Défense, des Transports, de la Culture ou encore de la Santé. Un seul d'entre eux manque à l'appel, et pas des moindres, le ministre de l'Environnement. Pourquoi Yves Cochet, aujourd'hui député vert, n'a-t-il pas à l'époque signé? C'est le fameux décret. Le fameux décret. Qui réglemente oui. les normes sur les antennes relais. Oui. Et là où je suis un petit peu étonnée, c'est que votre nom n'y figure pas, alors qu'il y a de nombreux noms de ministres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à l'époque, vous ne l'avez pas signé? Oui, en effet. Eh bien, comme il est indiqué, si je me souviens bien, ce décret est marqué fait à Paris le 3 mai 2002. Retenez bien cette date parce que on se souvient du 21 avril 2002. Il est 20h, c'est un coup de tonnerre. Les militants socialistes apprennent que Lionel Jospin, leur Premier ministre, est éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Alors que dans les ministères, tous font leur carton, le décret sur les antennes relais est signé dans la plus grande confidentialité. Entre les deux tours, c'est assez souvent que les grosses boîtes, les lobbies, disent écoutez, ça nous arrangerait quand même que la décision soit prise avant le changement de gouvernement, sinon il va falloir recommencer tout le travail. Bon, il y a une vacance du pouvoir, allons-y pour essayer d'enfoncer un coin, notamment dans la téléphonie mobile. Yves Cochet aurait alors été écarté des discussions, car le ministre de l'Environnement jugeait ces normes beaucoup trop élevées. Chacune d'entre elles soit moins puissante. L'opérateur a dit non, mais on va encore se laisser emmerder par les écolos. C'est pas la peine d'insister, il le signera pas de toute façon. Faisons-le discrètement, sans lui. Et comme de toute façon c'est légal, ils l'ont fait. Pourquoi les opérateurs tiennent autant à ces seuils si hauts? Ils présentent de sérieux avantages économiques. Plus la norme est élevée, donc la dose reçue, l'intensité est élevée, et moins on a besoin de mettre d'antennes. Évidemment, moins on met d'antennes, moins les frais fixes, enfin on peut dire les investissements sont forts, quoi. Dans le bar de ce grand hôtel, le scientifique présent en 1994 aux réunions des professionnels des ondes nous confie comment ces normes ont été élaborées. Selon lui, les industriels ont effectivement été consultés par l'État. C'est-à-dire que vous les informiez un peu de toutes les réunions préparatoires qu'il y avait sur les normes, en fait. C'est le ministère qui faisait ça. C'est le ministère qui le faisait? Ah oui, ils informaient les industriels aussi de ça. D'accord. Donc là, l'action de lobbying, c'était ça. C'était essayer d'avoir les normes les plus ajustées à l'industrie. Voilà. Le mieux qu'ils soient acceptables, tout le moins pour l'industrie. Et ils y sont arrivés? Mais ces normes protègent-elles notre santé? D'après ce scientifique, uniquement de l'effet thermique des ondes. Les normes vous protègent des effets thermiques, donc ça veut dire protègent des brûlures. Des brûlures et de tous les effets d'augmentation de la température. Mais ça ne protège pas des autres effets éventuels. Absolument pas. C'est quand même un problème, ça. Ça, on l'a chanté sur tous les temps, etc. Nous avons un potentiel qui moins d'être négligé. Vous pensez que le corps s'adapte aux ondes électromagnétiques, en fait? Et tous les signes que l'on voit actuellement sont des signes d'adaptation. Pas les mots de tête et tout ce qui a été décrit, mais ce sont des signes d'adaptation. Ah oui, donc il faut en passer par là, en gros, pour s'adapter, quoi. Voilà, alors ça joue sur une frange de la population. On serait dans un pays où il n'y aurait pas de médias, ce n'est à son aperçoit.
Ces normes françaises sont issues d'une recommandation européenne adoptée en 1999. Et cette recommandation reprend textuellement les conseils d'un organisme de scientifiques appelé ICNIRP. Aujourd'hui, bon nombre de députés européens remettent en cause ces normes qu'ils jugent non protectrices pour la santé. Michèle Rivasi est parlementaire européenne. Cette professeure agrégée de biologie est aussi la fondatrice du CRIREM, le laboratoire indépendant spécialisé sur les champs électromagnétiques. Elle milite pour la révision de ces normes, mais le combat s'annonce difficile. Face à la députée, les entreprises européennes de téléphonie mobile. Frédéric. Pour comprendre le poids de ce lobby, Michèle Rivasi nous fait rencontrer Frédéric Ries, député belge. J'étais pas là hier, j'étais pas bien en fait. Bonjour. Bonjour, Sophie Le Gall. Il y a 2 ans, l'élu se démène pour faire voter une résolution qui demandait des normes plus basses. Immédiatement, elle subit les foudres de l'industrie. J'avais jamais reçu un truc comme ça. Il s'agit d'un courrier envoyé juste avant le vote de sa résolution pour la déstabiliser. Une lettre de 2 professeurs éminents, très certainement, ingénieurs électromécaniciens à Prague, qui en 2 pages et demie donc, se sont adressés à l'ensemble des membres de la commission environnement pour démolir le rapport, la moindre de ces initiatives, le rapporteur en passant. Il disait quoi par exemple? Mais il demande ma destitution pour erreur grossière, pour profanation du crédit de l'institution qui m'emploie, qui a l'honneur de m'employer. J'ai un fou rire en le lisant. C'est très méchant, c'est franchement très méchant. Ça veut dire que votre résolution gênait? Elle gênait. Et pourtant, c'est un rapport d'initiative, donc non législatif. C'est dire à quel point ça remuait des intérêts financiers, notamment, importants. Après vérification, l'élu belge s'apercevra que les 2 chercheurs étaient proches du lobby des constructeurs de téléphones. Pour les industriels, pas question de toucher aux normes. Pour Michèle Rivasi, c'est une nécessité. Les normes actuelles sont obsolètes. Elles ne protègent de rien pour vous? Elles ne protègent de rien. Et ça ne prend en compte que les effets thermiques, c'est-à-dire l'augmentation de température. Donc ça veut dire que ces recommandations ne prennent pas en compte ce qu'on appelle les effets athermiques, vous voyez, des effets sur le système nerveux, sur par exemple les hormones, sur la barrière hémato-encéphalique, vous voyez, des effets à long terme, des effets athermiques, ça ne le prend pas en compte. À l'origine de ces normes, cet organisme de scientifiques, l'ICNIRP. Les scientifiques qui y siègent revendiquent leur indépendance. D'après Michèle Rivasi, ce n'est pas toujours le cas. Quand vous voyez la commission principale, Main Commission, eh bien, vous voyez Bernard Verret. Eh bien, lui, il fait partie du conseil scientifique de Bouygues. Et puis enfin, Michael Repaccioli. Eh bien, lui, il avait été financé par les opérateurs. Donc, quelle confiance vous voulez qu'on accorde à des gens qui travaillent avec l'industrie, qui ont des liens de consanguinité avec l'industrie? Donc, quand il va falloir établir des normes, ils ne vont pas du tout être contraignants vis-à-vis de l'industriel. Ils vont établir des normes qui vont permettre à l'industriel de développer sa technologie. Selon nos informations, l'ancien président de l'ICNIRP, Michael Repaccioli, a été expert pour le compte d'un opérateur de téléphonie néo-zélandais dans le cadre d'un procès contre des riverains d'antennes. Enfin, Bernard Verret, qui est ce chercheur français à la fois membre de l'ICNIRP, l'organisation qui établit les normes, et membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom. Il dirige un laboratoire de recherche à Bordeaux, un des laboratoires les mieux financés en France. Visite guidée avec Bernard Verret en personne. On est ici dans la pièce où on expose les cellules en culture, à l'aide de dispositifs de ce genre qui ne sont pas en marche en ce moment, où on peut placer des cultures qui sont exposées à des champs GSM. Champ GSM, c'est donc le téléphone portable, là? C'est la 2e génération. Mais on peut le faire avec ces antennes-là pour la tête de l'animal quand on place un rat à l'intérieur. Ça, c'est quoi, en fait, ça? On peut rappeler ça un téléphone pour rat, donc on branche un générateur ici, le rat est à l'intérieur et il reçoit dans la tête les champs que l'on a quand on téléphone.
Et parmi les différents labos qui travaillent sur les ondes électromagnétiques en France, votre labo, c'est quoi? C'est le plus gros, c'est le seul qui soit complètement dédié à ce thème. Il y a d'autres équipes en France qui y travaillent, mais qui n'ont qu'une ou deux personnes sur le sujet. Ah oui, donc là, c'est l'un des plus gros labos français sur les ondes électromagnétiques. Français et du monde, oui. Ah, du monde, carrément? Oui. Donc les opérateurs financent aussi les études ici, dans ce labo? Oui, oui, indirectement et directement, mais à travers les fondations, l'Europe, etc. Ces équipes travaillent actuellement sur des souris qu'ils exposent aux ondes Wi-Fi. Mais pour l'instant, ils n'ont trouvé aucun effet négatif. Là, on arrive à la conclusion qu'une exposition qui est quand même très longue, qui couvre la gestation, enfin l'exposition in utero et les 5 premières semaines de vie, donc c'est vraiment, ça couvre l'enfance, l'adolescence, disons, chez l'animal, n'est pas capable d'induire la mort neuronale. Par le passé, le laboratoire de Bernard Verret a beaucoup travaillé sur le téléphone portable avec des études financées par les industriels. Et là non plus, il ne trouve rien. Depuis 15 ans, on peut dire qu'on n'a pratiquement rien, aucun effet, même à des niveaux importants. Donc pour vous, le téléphone portable ne présente pas de risque pour la santé? Non, ça c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas comme ça? Parce qu'il y a le risque, il y a le danger, tout ça, il faut en parler tranquillement. On verra tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'il y a un risque, en fait, c'est ça que je ne comprends pas bien. Non, je sais, mais c'est parce qu'il faut en parler avant que je le réexprime, on va en parler, on va s'asseoir et en parler. Manifestement, aborder la dangerosité du téléphone portable agace Bernard Verret, qui souhaite faire une mise au point. Il faut simplement préciser certaines choses pour que l'interview se passe mieux. Bernard Verret fixe ses règles. Il faut d'abord nous asseoir autour de la table pour préparer l'interview. Dans le brouhaha où on présentait donc la réunion, immédiatement vous démarrez, et alors quels sont les dangers du téléphone? Bon, je veux dire, si vous faites votre boulot, mais nous, il faut qu'on le fasse le nôtre en face. Disons que les gens ont peur des antennes relais. Bon, encore une fois, ils sont libres. C'est de la paranoïa dans beaucoup de cas. Bon, nous, on leur dit, il n'y a pas d'effet en laboratoire à des niveaux bien supérieurs. Stop, arrêtons les frais. Une fois les choses mises au clair, interview officielle. Pour Bernard Verret, il ne faut pas toucher aux normes de l'ICNIRP. Ce sont de très bonnes normes. C'est bon? C'est bon. On commencerait à risquer quelque chose, comme vous le dites, et là, c'est bon, le bon mot, risquer, qu'à des niveaux qui sont bien supérieurs. Ça peut être combien, par exemple? Je dirais typiquement 100 fois plus. Nous lui montrons ensuite le site internet de Bouygues Télécom, où son nom figure dans le conseil scientifique. Dans les statuts de l'ICNIRP, il est dit que les chercheurs doivent être indépendants. Vous, pourtant, ça fait 10 ans que vous êtes au conseil scientifique de Bouygues. Et que l'ICNIRP me permet de continuer dans cette situation. Chaque année, je remplis les conflits d'intérêts potentiels, et chaque année, ils me disent, bon, mais il n'y a pas de problème. Donc, on peut dire on fait partie du conseil scientifique de Bouygues, et pour l'ICNIRP, malgré tout, être un chercheur indépendant. C'est ça l'indépendance à l'ICNIRP, en fait. Ah oui, d'autres membres de l'ICNIRP font partie d'autres choses. L'ICNIRP a des critères précis qui sont appliqués à moi et aux autres, bien sûr. Ah, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là à l'ICNIRP, il y a d'autres scientifiques qui travaillent aussi avec les opérateurs. Travailler avec les opérateurs, c'est pas tout à fait le mot, mais disons que je pense que oui, il faudrait que je regarde à chacun leur. On ne partage pas nos listes de déclaration, mais si je penchais, c'est possible qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres chercheurs qui sont comme vous dans des conseils scientifiques d'opérateurs, alors qu'ils sont aussi à l'ICNIRP. Voilà, c'est ça. Pour vérifier les propos de Bernard Verret, nous avons sollicité l'ICNIRP à plusieurs reprises afin d'obtenir les déclarations de conflit d'intérêts des autres membres. Ces documents ne nous seront jamais communiqués. Des chercheurs proches de l'industrie qui ont élaboré les normes des antennes relais, mais aussi les normes des téléphones portables. C'est l'Agence nationale des fréquences, un organisme d'État, qui mesure le rayonnement des téléphones portables dans ce laboratoire du Mans. Le responsable technique, Emmanuel Toutain, vient de recevoir de nouveaux téléphones portables. Ils ont été saisis en magasin pour vérifier s'ils émettent dans les normes. Cette norme, c'est également l'ICNIRP qui l'a fixée. Cela s'appelle le DAS, débit d'absorption spécifique. Il est inscrit dans les manuels des téléphones. Donc ce DAS est annoncé à 0,935 watts par kilogramme. Donc nous allons mesurer le DAS.
s'assurer qu'il est conforme à la limite en vigueur et qu'il respecte bien cette valeur annoncée. Les téléphones portables ne doivent pas émettre au-delà de 2 watts par kilo. Plus le chiffre est faible, moins le téléphone émet. Pour mesurer ce DAS, l'ingénieur colle à la tête d'un mannequin le téléphone portable qui rayonnera à sa puissance maximale. Voici le produit qui représente les tissus biologiques humains. Ici, on utilise un liquide qui simule le corps à 900 mégas. Ce liquide, en fait, est composé d'eau, de sucre, un peu de sel. Et on le mélange pour s'assurer d'avoir un liquide homogène. Emmanuel Toutain montre ensuite sur son ordinateur les rayonnements émis par le portable et mesurés par la sonde. Son discours se veut rassurant. Pas question de dire que le cerveau est exposé aux ondes électromagnétiques. Et donc tout ce qui est en jaune, c'est le rayonnement le plus fort. Le plus intense, effectivement. Donc ça va être quoi la partie du cerveau la plus touchée en fait? Alors là, en l'occurrence, on va être au niveau de la joue. Les vendeurs de téléphonie mobile informent-ils correctement le consommateur sur ce DAS? Nous nous rendons dans plusieurs enseignes en caméra cachée. Cette norme doit être affichée dans les magasins. C'est ce chiffre, inscrit en tout petit. Mais les vendeurs sont plus à l'aise pour vanter l'aspect technique des portables que pour informer sur ce DAS. Résolution 5000 pixels d'ailleurs sur ce modèle-là. Faire des vidéos, écouter la musique aussi. Ça devient de plus en plus en standard. Et c'est quoi là, ça, le DAS là? Qu'est-ce que c'est ce chiffre? Un indice qui n'a pas de valeur encore aujourd'hui confirmée. C'est plutôt à l'appréciation d'un tout un chacun. Et ça c'est quoi ça? De quoi? DAS, ça veut dire quoi ça? Quand on est connecté au réseau, c'est comme le Wi-Fi, ça a des ondes, ça a une fréquence. Et donc du coup ça passe par votre corps, ça passe par votre cerveau. Il y en a qui téléphonent tout le temps de ce côté-là, donc du coup ils ont les cheveux plus longs de ce côté-là, des choses comme ça. Non, vous rigolez là. Non, c'est vrai, il paraît que quand on téléphone toujours de l'autre côté, les cheveux ils poussent plus de ce côté-là. Quoi? Bonjour. Dans les magasins indépendants, le DAS n'est même pas affiché et souvent les vendeurs n'en ont jamais entendu parler. On m'a dit qu'il fallait prendre en compte le DAS. Quoi? Le DAS. Il n'y a pas la DAS là? Par contre, je l'ai trouvé sur Nokia. Ouais, et là, vous ne me demandez pas ce que ça veut dire. 0,41, boîte, kilo, je sais pas quoi. La moyenne du DAS, enfin, une mauvaise moyenne, on va dire, c'est 1,8. Ah, il ne faut pas un téléphone à 1,8. Non, il ne faut pas passer un téléphone qui fasse plus de 1,5. 1,5, c'est les normes. Ah, 1,6, c'est trop. 8, c'est beaucoup trop. Mais bon, en même temps, il n'y aura pas de grand-chose. Hein. Merci à vous. Merci. Au laboratoire du Mans, Arnaud Miquel, président de l'Agence nationale des fréquences, s'est déplacé spécialement pour nous, ainsi que son attachée de presse. Elle prend en note tous nos échanges. Ils ont préparé avec soin leur intervention, comme le montre ce document interne que nous nous sommes procurés. Déterminer le message à faire passer. Anticiper les questions sur la base des informations qui circulent sur Internet, c'est la culture de base des journalistes. Mais le président de la NFR, chargé de faire respecter les normes, semble bien embarrassé lorsque nous abordons l'aspect sanitaire de ce seuil. Quand un utilisateur téléphone avec un téléphone qui est conforme, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé? Moi, je ne peux pas vous dire ça, je n'ai pas de compétences en matière de santé. Est-ce que vous risquez, tout à l'heure, vous étiez en train de fumer une cigarette. Est-ce que vous risquez rien pour votre santé quand vous fumez une cigarette? Moi, si, on nous dit fumez-tu, ça on le sait, c'est marqué sur les paquets de cigarettes. Moi, je ne suis pas compétent pour vous dire ça. Fumez-tu, on me le dit, je le crois. Mais le téléphone portable, je veux dire, est-ce que les normes sont protectrices pour notre santé? Est-ce que ça veut dire qu'on nous garantit aucun risque en dessous de ces 2 watts par kilo? Dans le rapport publié, la mise à jour de l'expertise en France, qui a été souligné, c'est qu'en l'état actuel des connaissances, ces limites ne sont pas susceptibles, un téléphone qui respecte ces limites n'est pas susceptible de causer des dommages à la santé. Vous dites c'est en l'état actuel des connaissances, peut-être que dans 10 ans on nous dira qu'en fait ces normes n'étaient pas protectrices. Ce qui est dit, c'est ce qui est dit, Pourquoi ce malaise? Sans doute parce que de plus en plus de chercheurs font un lien entre certaines pathologies et le téléphone portable, et cela depuis plus de 10 ans.
En 1998, le mobile déferle en France. L'État décide alors de lancer un programme de recherche appelé Comobio. Différents laboratoires vont travailler sur l'impact sanitaire du téléphone. Ce projet est financé pour moitié par les industriels du secteur. Et le coordinateur de Comobio n'est autre que Bernard Verret. À l'INSERM de Montpellier, Alain Privat faisait partie des équipes de Comobio. Il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du système nerveux central. À l'époque, ce neurologue expose des cerveaux de rats à des ondes 3 fois plus fortes que les normes du téléphone portable. Au bout de 15 minutes, il voit apparaître des lésions. Il poursuit l'expérimentation en baissant l'intensité des ondes. On a appliqué des doses beaucoup plus faibles d'irradiation, proche du téléphone portable, de l'ordre de 1,5 W, alors que les doses admises pour les téléphones portables sont 2 watts. Et cette fois, avec des doses fractionnées dans le temps, pendant plusieurs semaines, et on a retrouvé exactement les mêmes lésions. Ce qui veut dire qu'il y a des traces au niveau du cerveau d'un rat après exposition aux ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, quelle question est posée avec cette étude-là, en fait, par rapport à l'homme et l'utilisation du téléphone portable? Eh bien, ça veut dire que, à terme, si vous voulez, pour les gens qui utilisent beaucoup de téléphones portables, pendant peut-être plusieurs minutes, voire plusieurs heures par jour, il pourrait y avoir des modifications dans leur cerveau qui seraient susceptibles de déclencher des maladies, comme des maladies graves, comme peut-être l'épilepsie, ou aussi on a pensé à la maladie de Parkinson. Et donc, ça vous a un peu inquiété sur le coup? Sur le coup, ça nous a inquiété parce qu'on sait très bien que les cellules qui sont atteintes, ces cellules qu'on appelle des astrocytes, on découvre de jour en jour qu'elles jouent des rôles de plus en plus importants au niveau du système nerveux central. Donc oui, c'est quelque chose qui nous a inquiétés, certainement. Pierre Robineau, lui aussi faisait partie du programme Comobio. Cet ancien directeur de recherche du CNRS de Bordeaux exposait lui aussi des rats aux ondes d'un téléphone portable. Il découvre que la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau des substances toxiques, s'ouvre sous l'impact des ondes. Ça permet apparemment l'entrée de substances qui n'ont rien à faire là, que certaines de ces substances peuvent être toxiques, et que d'autres, de toute façon, même si elles ne sont pas toxiques par elles-mêmes, vont entraîner une réaction inflammatoire donc qui n'est pas saine. Prenons un exemple, par exemple, je sais pas, moi, vous fumez, il peut y avoir des goudrons présents dans votre sang, ils peuvent très bien se retrouver dans le parenchyme cérébral, alors qu'ils n'ont rien à y faire. En plus, bon, il y a un phénomène inflammatoire qui se développe, avec une possible toxicité pour les neurones avoisinants. Donc ça veut dire que les ondes peuvent provoquer en fait des œdèmes dans le cerveau des rats que vous avez étudiés? Ah oui, je suis même certain que là, dans ces conditions-là, on va avoir au moins un micro-œdème. Inquiet de ces résultats, il conclut en ces termes. Nous postulons que si ces événements se produisent de façon répétée sur une longue période dans le cerveau humain, cela pourrait présenter un risque pour la santé en raison de l'accumulation potentielle de dommages et de substances dangereuses dans les tissus du cerveau. Lorsque Pierre Robineau souhaite publier son étude, il s'oppose au directeur de Comobio, Bernard Verret. Monsieur Verret comptait publier des conclusions qui n'étaient pas les miennes à ce travail. C'est-à-dire en particulier que c'était inapplicable à l'homme, en substance, hein, je résume, hein, alors que moi je pensais que c'est tout à fait applicable à l'homme, ce qui a été vu sur le rat. Voilà, et donc je ne voulais pas retirer cette simple phrase des conclusions qui était que bon, c'était pas montré chez l'homme, bien sûr, mais enfin il n'y avait aucune raison de penser que ces résultats-là ne puissent pas s'appliquer à l'espèce humaine. Nous présentons ce projet d'étude à Bernard Verret où son nom figure. Il est même remercié à l'époque par Pierre Robineau pour sa relecture. Et qu'est-ce qui vous dérangeait à l'époque justement dans son étude? C'était qu'effectivement il posait la question sur l'homme. Est-ce qu'effectivement, parce qu'il dit ça peut être problématique pour l'homme, les résultats que j'ai trouvés. C'est une interprétation. Moi je m'en tiens aux faits. Je lui ai dit c'est pas probant au niveau scientifique, on ne peut pas publier, je pense que ça n'aurait pas été accepté. Bon, on arrête là. Et donc comme aucun accord n'a été trouvé à ce sujet et que M. Verret m'avait dit que je pouvais publier donc mes conclusions à moi, mais qu'il retirait son nom et celui de son laboratoire dans ce cas-là du travail, ça rendait la publication quasiment impossible, sauf pour moi à accepter finalement les conclusions de M. Verret et ne pas publier les miennes. Voilà. L'étude de Pierre Robineau ne sera donc jamais publiée. Alain Privat, de son côté, veut poursuivre ses recherches pour exposer plus longtemps les rats aux ondes électromagnétiques. Mais il n'obtiendra pas les budgets nécessaires. On n'a pas pu continuer parce que les crédits, si vous voulez, qui étaient des crédits publics hein, ou semi-publics, publics-privés, n'ont pas été renouvelés. On a fait une demande qui n'a pas été retenue.
Et on vous a dit pourquoi? Alors on n'a pas dit pourquoi, mais j'ai pu savoir de façon indirecte que finalement les résultats que nous avions obtenus n'étaient pas exactement ceux que l'on attendait. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'idée de départ était de montrer que ces ondes électromagnétiques étaient d'une innocuité totale, et c'est pas ce que nous avons montré. Donc vous aviez dérangé avec votre étude? On peut le dire. Au final, les 2 études du programme Comobio qui montraient les effets néfastes des ondes du téléphone portable n'aboutiront jamais. La France n'est pas le seul pays à s'interroger sur les effets des champs électromagnétiques. En Suède aussi, les chercheurs trouvent. Un scientifique suédois arrive au même résultat que Pierre Robineau. Il découvre lui aussi que les ondes du téléphone portable provoquent des œdèmes dans le cerveau des rats. Lund, une ville universitaire du sud de la Suède. Dès 1999, l'étude de Leif Salford fait grand bruit. Le neurochirurgien est très fier de montrer à Bertil Persson, avec qui il avait mené l'étude, cette une d'un quotidien français. Tu veux voir cette vieille une de Libération? Tu te rappelles quand on a fait la une après notre publication de 1999? Tu vois le cerveau là? Splash. C'est très classe ce splash. Oui, c'est assez classe, oui. Les Français ont été assez intéressés par ce que nous avions trouvé il y a maintenant si longtemps. Ces études, qui ont porté sur 1600 rats, ont été financées sur fonds publics. Sur les coupes de cerveau des animaux, l'impact du téléphone portable est très clair. Ici, vous pouvez voir le cerveau d'un animal exposé à 2 heures de téléphone. Vous pouvez voir qu'il a de l'albumine répartie dans le cortex du cerveau, et il y en a plein. Et c'est donc reconnu que l'albumine en dehors du tissu cérébral n'est pas bon pour le cerveau. On peut voir la même configuration dans les tissus de personnes atteintes d'épilepsie. Ce n'est pas bon pour le cerveau et nous avons montré que les cellules meurent dans le cerveau. Et c'est pour nous la pire conclusion. Pour Leif Salford, les effets nocifs des ondes d'un téléphone portable sur le rat sont tout à fait transposables à l'homme. Quand vous utilisez un téléphone portable près de votre tête, vous êtes dans la situation où la puissance des ondes est suffisamment forte pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique, comme chez le rat. Cela signifie que si ce que nous avons vu chez le rat est vrai pour le cerveau de l'homme, il y a de fortes chances pour que cela se produise aussi et pose de graves problèmes dans les années à venir. Cela pourrait altérer la mémoire, le fonctionnement des gènes, occasionner des fuites d'albumine et réellement endommager vos neurones. Ce que Leif Salford voit au microscope sur le rat, un autre chercheur suédois affirme l'avoir vérifié sur l'être humain grâce à des études épidémiologiques. Ce professeur a publié plusieurs études qui ont fait trembler l'univers de la téléphonie mobile. Il a fait le lien entre certaines tumeurs cérébrales, le gliome et le neurinome acoustique, et l'utilisation du portable pendant 10 ans. Örebro, à moins de 200 km de Stockholm. À l'hôpital universitaire, l'épidémiologiste travaille depuis la fin des années 90 sur les ondes grâce à des financements publics. Lennart Ardell a étudié un panel de 7000 patients auxquels il pose des questions sur leur habitude d'utilisation du portable. Nous avons des questions sur quel type de kit main libre avez-vous, quelle oreille utilisez-vous, principalement la droite, la gauche ou les deux. Et ces résultats sont édifiants. Dans notre étude, nous avons montré qu'il y a un doublement du risque de tumeur cérébrale du type gliome, qui est ici sur la photo, proche du téléphone portable. Et aussi le neurinome acoustique dans la même zone. Et il y a un double risque si vous utilisez le téléphone du même côté pendant 10 ans, à compter d'1 heure d'utilisation par jour. La plupart des tumeurs malignes se développent rapidement.
Vous pouvez mourir au bout de quelques mois. D'ailleurs, beaucoup de patients de la première étude sont morts ou sont trop malades pour participer à notre nouvelle étude. Selon lui, la norme actuelle, le DAS affiché en magasin, ne protège en aucun cas des ondes électromagnétiques du téléphone portable. Le DAS ne reflète pas la réalité. Il est beaucoup trop haut. Le DAS est fait pour l'industrie, il est fait pour les protéger et non pas pour protéger l'être humain. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est l'exposition des enfants. Voici des simulations numériques de crânes de différentes tailles. À rayonnement égal, les ondes qui pénètrent le cerveau d'adulte sont encore plus présentes dans le cerveau d'un enfant de 10 ans et encore plus dans celui d'un enfant de 5 ans. La période de l'enfance est une période de la vie très vulnérable à différentes expositions, y compris aux ondes. Par ailleurs, les rayonnements pénètrent beaucoup plus dans le cerveau des enfants, car le cerveau est plus petit, le crâne est plus fin. Ça signifie que les ondes peuvent donc pénétrer plus profondément. Nous avons montré dans notre précédente étude, et de manière constante, que les personnes qui ont commencé à utiliser le téléphone portable avant 20 ans ont 5 fois plus de risques de développer des tumeurs cérébrales. Depuis 2003, le professeur Ardel tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation du téléphone portable. La même année, l'agence française chargée de veiller sur la sécurité sanitaire, l'AFSE, rend son premier avis sur le portable et les antennes relais, un rapport très rassurant. D'après ce rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire, les antennes relais sont mises hors de cause. Laurence Ragon. Quant au téléphone portable, rien n'indique à ce jour que son utilisation soit liée à l'apparition ou au développement de cancer. Mais les scientifiques reconnaissent que les recherches sont encore insuffisantes. Parmi les principaux experts qui l'ont rédigé, René Dessèze et Bernard Verret. En 2005, nouveau rapport de l'AFSE et toujours les mêmes conclusions, toujours aussi rassurantes. En ce qui concerne les effets sanitaires éventuels des stations de base, le groupe d'experts retient qu'aucune nouvelle étude n'apporte d'éléments indiquant de tels effets. Quelques mois plus tard, un colloque se tient au Sénat sur l'indépendance des experts. Stéphane Kerckhoff de l'association Agir pour l'environnement est présent. Il pose une question anodine sur l'AFSE qui va déclencher un scandale sanitaire. On a quand même énormément de critiques à vous faire parce que les premiers rapports que vous avez pu faire sous votre autorité, notamment sur la téléphonie mobile, étaient un haut lieu du lobbying. À la tribune, le président du conseil d'administration de l'AFSE. Contre toute attente, il désavoue le rapport de sa propre agence. Vous dites, bon, l'expertise sur la téléphonie mobile, les bonnes ne nous plaident pas. L'expertise sur la téléphonie mobile n'a jamais suivi ni de près ni de loin les règles que l'AFSE s'est fixées à elle-même. Donc c'est une expertise que je considère en tant que président du conseil d'administration comme n'existant pas. N'étant pas le fait de l'AFSE, puisqu'elle ne correspond pas au texte que le conseil d'administration lui-même a voté. Alors vous allez me dire que c'est quand même terrible. Eh bien, c'est tout le temps comme ça. Stéphane Kerckhoff et Janine Le Calvez de l'association Priartem qui milite pour une meilleure implantation des antennes relais n'en reviennent toujours pas de cette réponse si franche. Je n'ai pas vu cet extrait, mais... C'est saisissant. Finalement, on se dit qu'on a enfin réussi à obtenir la vérité. C'est que les experts de l'AFSET à l'époque étaient totalement liés directement au lobby de la téléphonie mobile et que l'expertise qui faisait ressortir une certaine unanimité de façade, laissant supposer qu'il n'y avait absolument aucun risque, était totalement dictée et sous l'influence des opérateurs de la téléphonie mobile. L'affaire fait grand bruit. L'IGAS, la police du ministère de la Santé, est saisie pour mener une enquête. Les inspecteurs vont aller de découverte en découverte. D'abord, ils constatent des liens entre les experts de l'AFSE et l'industrie qui finance leurs recherches. Là, par exemple, René Dessèze, dans son laboratoire, a été financé par Bouygues Télécom et Envoi TDF, la Groix. France Télécom, Alcatel, Bouygues Télécom. Même Martinours, France Télécom, Bouygues et SFR. L'un d'entre eux est même un ancien salarié d'Alcatel, constructeur de téléphones. Et enfin Bernard Verret, membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom.
Ça, c'est énorme. Mais ce qui retient l'attention des enquêteurs de l'IGAS, c'est ce document. Publi-document. En fait, c'est une publicité financée par Orange. Il faut le voir en petit, en collaboration avec Orange, qui a été diffusée dans le cadre d'une revue Impact Médecine, qui est donc diffusée auprès des médecins. Cette revue à destination des médecins est financée par un opérateur, explique que les antennes relais et le portable ne sont pas un danger pour la santé. Et ce sont les experts de l'AFSE, comme René Decèze ou Bernard Verret, qui s'expriment. Pour les inspecteurs de l'IGAS, leur participation à ce numéro d'Orange jette le trouble sur leur indépendance. Les inspecteurs généraux ont critiqué cette collusion, on dirait, entre l'opérateur Orange et les experts, et le manque, je dirais, d'éthique et de déontologie des experts. Qui se permettent de participer à une revue financée par Orange, participer au conseil scientifique de Bouygues Télécom, pendant qu'ils mènent une expertise, ça montre bien le côté totalement... il y a une impunité totale et vraiment fonctionnement en vase clos. S'appuyant sur ces experts, dans un rapport de 2003 et de 2005, les autorités sanitaires françaises ont fini par conclure que les antennes relais ne présentaient aucun risque pour les riverains. Pourtant, ici à Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône, la justice en a décidé tout autrement. Cet après-midi, des techniciens démantèlent un pylône alors que les antennes relais émettaient parfaitement dans les normes. C'est Florence Lagouge, appareil photo à la main, qui est à l'origine de la plainte. C'est un moment historique, là. Oui, c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Cette antenne relais Bouygues Télécom disparaît de son paysage après 5 ans de combats acharnés. C'était une étape de notre vie et vraiment on a lutté contre cette antenne. On a eu la chance d'avoir ce qu'on voulait aujourd'hui, qu'elle se démonte. Mais ça n'a pas été gagné d'avance et ça a été un dur combat. Et tous les riverains d'antenne peuvent vous le dire. C'est pas facile et c'est vraiment une violation de sa propriété que d'avoir ça qui s'installe à proximité de chez soi. Ils en sont où là? Ça y est, ils l'ont posé. Ses voisins avaient négocié avec l'opérateur l'installation du pylône dans leur jardin contre rémunération. Selon nos estimations, un emplacement d'antenne relais peut se louer annuellement entre 3 000 et 40 000 euros en fonction de la rareté des sites et de la densité urbaine aux alentours. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'on était en très bon terme avec nos voisins. Et ce qu'on a trouvé un petit peu fort, c'est qu'ils ne nous ont absolument pas prévenus. Mais c'était quoi l'intérêt pour eux, en fait? Ils avaient signé un bail de 15 ans, donc 15 ans, une grosse somme tous les mois. Bon, écoutez, oui, effectivement, on peut comprendre que ça fasse fléchir. Les Lagouges craignent pour leur santé. Ils décident d'attaquer l'opérateur pour tenter d'obtenir le démontage. Voilà le dossier, ou du moins une partie du dossier. Et ces photos, là, c'est quoi? Alors ça, ce sont les photos qu'on a prises à la construction de l'antenne. Mais ça ressemble à un sapin. Il a été maquillé en sapin, ce qui fait que j'avoue que c'est beaucoup moins agressif qu'une antenne classique. La famille gagne en première instance, Bouygues Télécom fait appel et les Lagouges gagnent de nouveau en appel. Le tribunal a estimé, s'agissant du risque sanitaire, que exposer son voisin contre son gré à un risque certain et non pas hypothétique comme prétendu en défense constitue un trouble de voisinage dont le caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine. Écarter le risque dans le cas présent ne peut s'obtenir que par l'enlèvement des installations. Voilà. Donc il nous donnait raison, effectivement. Il pense que, compte tenu des conclusions des scientifiques, on est en droit de se poser la question. Et si on est en droit de se poser la question, on n'a pas le droit de nous l'imposer. Et en quoi ce jugement est si important que ça, en fait? Ce que le gouvernement ne faisait pas, ce qu'une loi ne faisait pas, le juge l'a fait. Le combat de Florence Lagouge, c'est Richard Forget qui l'a remporté. Cet avocat spécialiste des antennes relais est devenu la bête noire de l'industrie de la téléphonie mobile. Il collectionne les plaintes contre tous les opérateurs. Ça, c'est tous les dossiers d'antennes relais qu'on traite au cabinet qui concernent à peu près tous les opérateurs. Vous avez le trio, là
Le trio complet, tout le monde est là. Vous pouvez nous montrer quelques noms d'opérateurs? Vous avez SFR, Bouygues, Orange, SFR et Orange, Bouygues. Vous avez là, il s'agit des 3 opérateurs aussi. Lorsque les Lagouche gagnent un appel en 2009, Bouygues Télécom ne désarme pas, l'entreprise se pourvoit en cassation. Mais quelques mois plus tard, l'opérateur renonce à aller au bout de la procédure, craignant que cette affaire ne fasse jurisprudence. Une surprise pour Maître Forget. On était assez serein, on espérait d'ailleurs qu'il y ait une décision. Et 1 an après, Bouygues, sans réellement s'expliquer, va se désister de ce pourvoi. Donc en fait, ils ont préféré perdre sur un dossier avec un démontage d'antenne que prendre le risque qu'il y ait plusieurs démontages d'antenne si par exemple vous gagnez en cassation et que ça faisait jurisprudence. C'était ça leur crainte. Oui, je pense que c'était ça leur crainte. Bon, encore une fois, je n'ai pas pu lire les échanges de mes confrères avec leurs clients, mais je pense que c'est ça qui a dû prévaloir. Il faut savoir qu'installer une antenne, c'est très compliqué. La démonter, ça prend aussi un peu de temps et beaucoup d'argent. Trouver des nouveaux sites, je dirais pas de mission impossible, mais c'est très difficile, surtout depuis l'hyper-médiatisation de ces problèmes liés aux antennes relais au téléphone portable. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas envie que tout cela se répande comme une traînée de poudre sur tout le territoire et qu'on compte les antennes les unes après les autres qui seraient démontées. Face au juge qui impose le démontage des antennes relais, le gouvernement tente d'apaiser les craintes des opérateurs en organisant la même année un Grenelle des ondes. Dans cette voiture aux vitres fumées, la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est elle qui est aujourd'hui en charge de l'épineux dossier des ondes, un sujet qu'elle connaît bien. Il y a 6 ans, alors qu'elle était jeune députée UMP, elle avait ardemment défendu l'abaissement des normes. Dans une proposition de loi, elle demandait même que les antennes relais émettent à 0,6 volts par mètre, au lieu des 41 volts actuels. La ministre n'a pas souhaité que nous la filmions en pleine réunion avec les opérateurs et les associations. Est-ce que vous pensez qu'il faut actuellement baisser les normes actuelles sur les antennes relais? Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est évaluer l'exposition actuelle. C'est assez compliqué, des antennes, il y en a plusieurs, il y a plusieurs origines d'exposition aux ondes, donc évaluer l'exposition actuelle et par des expérimentations, regarder comment on peut techniquement, économiquement baisser l'exposition. Donc on n'est pas en train de baisser les valeurs limites, on est en train de regarder si c'est possible, tout simplement. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut baisser les normes actuelles? Aujourd'hui, on n'a aucun indice, si vous voulez, qui nous permettent de conclure, il n'y a aucune preuve, que l'exposition aux antennes relais pose un problème pour la santé. Parce que vous, en 2005, vous étiez favorable à ce qu'on baisse les normes. Moi, je suis convaincue que si c'est techniquement et économiquement possible, c'est des questions qu'on doit se poser. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui que l'antenne relais nuit à la santé, mais il y a une inquiétude qui traverse la population sur l'exposition aux ondes. Elle élude la question. Nous lui montrons alors sa proposition de loi de 2005. Et vous, donc, vous êtes pour une norme à 0,6 volts, comme vous l'étiez en 2005? Je vous le refais? Non, mais c'est la question, effectivement. La ministre ne souhaite pas revenir sur cette proposition de loi qu'elle avait portée 6 ans plus tôt. En revanche, les normes actuelles, elles ne semblent pas y porter beaucoup de crédit. En termes de réglementation, parce que là actuellement les réglementations c'est par exemple 41 volts par mètre, ça fait partie des normes actuelles. Est-ce que vous pensez que ce sont des bonnes normes? Pour moi, le 41 volts par mètre aujourd'hui ne signifie plus grand-chose. Oui, mais c'est pourtant la norme actuelle en France. Mais oui, mais ça ne signifie plus grand-chose. Quand vous regardez l'exposition ville par ville, en fait on est très loin du 41 volts par mètre. Mais alors pourquoi on garde ces normes? Alors pourquoi on baisse pas les normes? Moi je ne vous dis pas qu'il faut forcément les garder, mais simplement il faut aller au bout du processus d'expérimentation qui est en cours. Aujourd'hui, le 41 volts par mètre signifie plus rien en fait. Ça veut dire qu'en tant que ministre de l'écologie, vous allez essayer de faire évoluer les normes? Ça va faire partie de vos engagements? Vous êtes complètement obsédé sur ce sujet. Non, mais c'est une question importante. Je vous dis que la norme de 41 volts par mètre, aujourd'hui, elle ne correspond plus à rien. Selon la ministre de l'écologie, cette norme ne correspond donc plus à rien. Bien sûr. Au revoir. Mais pourtant, il n'est pas question de la changer. La ministre partie, nous espérons enfin rencontrer les opérateurs présents à la réunion. Au fond de la salle, ils sont tous là. Orange, SFR, Bouygues Télécom. Tout au long de notre enquête sur les ondes, nous avions sollicité les services de presse de chacun de ces opérateurs, sans aucun succès. Bonjour, SFR. Je vous rappelle pour vous dire que nous ne souhaitons pas répondre à vos questions dans le cadre de votre documentaire. Oui, bonjour Guy.
chez Bouygues Télécom. Bon, j'ai fait un point chez moi sur l'histoire qui vous intéressait. Voilà, je suis bien embêté parce que j'ai absolument aucun porte-parole qui pourrait témoigner là-dessus, vous raconter ce qui est passé, pourquoi, quand, etc., etc. J'en suis absolument désolé. Pouvoir faire des images avec Orange, ça c'est pas possible en fait? Non, pas particulièrement. Non, c'est pas un sujet sur lequel on tient. Enfin non. Nous ne donnons pas suite aux demandes d'interview. D'accord, mais pour quelle raison en fait? C'est très étrange. Ben non, parce que c'est pas très étrange. C'est un sujet qui est hautement polémique. Nous tentons une dernière fois d'interviewer les opérateurs. Messieurs, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Jean-Marie. Ah, c'est vous qui êtes désigné, les autres ne veulent pas parler? Comment? Impossible décidément d'approcher les leaders de la téléphonie mobile. Ils refusent toute interview. Ils ont un représentant commun à tous les opérateurs, chargé de communiquer à leur place. Il s'appelle Jean-Marie d'Anjou et il semble très satisfait de la nouvelle position de la ministre de l'écologie. Est-ce qu'on peut baisser les normes? Parce que finalement, on voit les expressions. Il n'y a pas lieu de baisser la norme, la ministre l'a dit d'entrée de jeu, parce que ces normes sont des normes fixées au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé. Elles assurent la sécurité sanitaire des riverains. On est dans une question d'acceptabilité sociale. Mais vous, en tant que représentant des opérateurs, cette position-là, effectivement, la norme, qui est une norme OMS, n'a pas lieu d'être modifiée. Pour Étienne Sandrier de l'association Robin des Toits, le revirement de la ministre est une grosse déception. On est loin du compte et je ne sais pas, il semble qu'elle ait une petite amnésie quand même sur sa proposition de loi, hein, parce que là il y a des gens qui disent le 06 c'est pas fondé, c'était quand même la position de la ministre, hein, le 06. Hein. Elle a sorti une proposition de loi sur ce fameux 06. Mais aujourd'hui la ministre de l'écologie, elle dit plus forcément ça en fait. La ministre de l'écologie, on peut dire que pour le moment sa position elle est mobile. Elle n'est pas vraiment dans la santé publique. Là. Les normes évolueront-elles un jour ? Connaîtra-t-on l'impact réel du Wi-Fi, du micro-ondes, du téléphone portable et des antennes relais sur la santé des hommes, dans ce monde de plus en plus chargé d'ondes? Au cœur de la vie sur France 3, c'était votre documentaire avec Réunica, Mutuelle Santé. Dans Ce soir ou jamais, il y aura le journaliste le plus recherché de France, Christophe Deloire, qui est juste à côté de moi. Tout le monde veut l'interviewer. Il est l'un des deux auteurs de Sexus Politicus, paru en 2006. Et à ce titre, il est le seul journaliste français à avoir enquêté et publié sur les rumeurs concernant Dominique Strauss-Kahn. Il y aura également Marcus Mabry du New York Times, le quotidien américain de référence, accuse les journalistes français d'avoir respecté une sorte de loi du silence concernant Dominique Strauss-Kahn. Face à eux, il y aura Pierre Aski de Rue 89, Marie-France Etchegouin du Nouvel Observateur, Laurent Neumann de Marianne, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. La presse française au banc des accusés, c'est dans Ce soir ou jamais, c'est juste après le Soir 3 présenté par Patricia Loison. Et l'affaire DSK qui domine toujours ce soir l'actualité. Dominique Strauss-Kahn soumis au code 101 à la prison de Rikers. C'est la procédure qui vise à empêcher le suicide des détenus. À New York, on attend dans les prochaines heures le témoignage de la femme de chambre devant ce fameux grand jury. En Libye, c'est la fuite de Madame Kadhafi. Et à Cannes, sur grand écran, Nicolas Sarkozy, héros de la conquête. Les présidents font leur cinéma. Ce sera notre focus. C'est Soir 3, c'est dans un instant. On se retrouve dans une demi-heure. Demain, sur France Télévisions. France 2, émission spéciale sur l'affaire Strauss-Kahn et ses conséquences. France 3, inédit, Tommy Lee Jones, réalisateur et acteur de 3 enterrements. France 4, FBI porté disparu. Attention, c'est la femme de Jack qui disparaît. France 5, la grande librairie en direct, François Bunel reçoit Martin Sutter. France O, un condamné crie son innocence. Dites-leur que je suis un homme.
Demain, sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Sans don, pas d'action. Du samedi 14 au samedi 21 mai, c'est la quête nationale de la Croix-Rouge française. C'est une journée chargée d'émotions multiples qu'a vécu l'entraîneur Carlos Lafont-Parias. J'étais pas présent, c'était le jour de la première communion de mes filles en Espagne. Et donc je l'ai vécu au téléphone et avec les propriétaires. Et donc ça a été ma plus grosse émotion depuis que j'entraîne. J'avais les propriétaires qui hurlaient, mais vous pouvez imaginer, parce que c'était un peu une lutte au dernier moment. Ils me parlaient, on vient, on va lutter, on a une chance de gagner. On va le faire, mais bon, les 150 derniers mètres, c'est interminable. Quand on voit pas l'image, on souffre encore plus. Partager une émotion comme ça avec toute ma famille, c'était quand même quelque chose de supplémentaire qui a donné encore plus d'émotion, évidemment. On a fêté la première communion de mes enfants et la victoire du cheval. Depuis, j'ai pas autre chose qui m'a fait sentir la même sensation. J'espère que je vais en avoir quand même. Pour vous, Magellan serait plutôt